Bonjour à tous, je suis le professeur Tariq, donc je suis pneumophysiologue au CHU Mustapha et l'objet de ma présentation aujourd'hui est la prise en charge de l'asthme au long cours. Je remercie d'abord les étudiants de médecins de m'avoir demandé de présenter cette conférence qui peut intéresser aussi bien les étudiants de 4e année que les étudiants qui préparent le concours de résidana. Donc, nous allons parler essentiellement de l'asthme au long cours, c'est-à-dire en dehors de l'urgence. À l'issue de ce cours, normalement, vous devrez être capable de définir l'asthme, de situer l'ampleur de l'asthme comme problème de santé publique, de décrire les mécanismes physiopathologiques, citer les facteurs principaux favorisants, diagnostiquer donc l'asthme de l'adulte essentiellement, reconnaître les formes particulières, établir un bilan initial, choisir un traitement en dehors de la crise et expliquer les principes de l'éducation d'un patient asthmatique. C'est-à-dire qu'au cours de cette conférence, vous allez acquérir des connaissances. Pour pouvoir prendre vraiment en charge un asthmatique, il va falloir évidemment s'entraîner avec faire assister à des consultations et voir comment on fait, etc. On va parler essentiellement donc en 3 parties, les généralités, puis l'approche diagnostique et ensuite la prise en charge en dehors de la crise. Alors tout d'abord, la définition. Ce qu'il faut savoir d'abord avant d'aborder la définition, c'est qu'il y a eu une nette évolution des connaissances liées à l'asthme. Une évolution des connaissances liées à la charge de la maladie, c'est-à-dire à la fréquence, à son coût, à la mortalité, au concept nosologique également, physiopathologique, à l'approche de la prise en charge, mais surtout ce qui a caractérisé une nette amélioration de la prise en charge de l'asthme, c'est l'élaboration de recommandations internationales, et notamment les recommandations GINA, qui sont Global Initiative for Asthma, qui sont en fait des recommandations qui sont faites sur la base de la littérature, sur la médecine, sur des données fondées, et qui sont mises à jour régulièrement. Ces recommandations existent depuis les années 90. Pour la petite histoire, il faut savoir que ce sont l'Angleterre, le Canada, les États-Unis qui ensuite se sont regroupés et ont rédigé et se sont constitués en groupes. Donc, on a le groupe GINA pour l'asthme et on a le groupe GOLD pour la BPCO. Pour l'asthme, donc, on a le groupe GINA. Ces recommandations sont en fait décrivent les modalités de prise en charge de l'asthme et sont mises à jour de façon régulière. Vous avez par exemple ici les dernières recommandations qui sont sorties pour 2019. Qu'en est-il de l'Algérie? Pour l'Algérie, en fait, depuis les premières recommandations nationales existent depuis 1992. Comment se sont faites ces recommandations? Ces recommandations ont été rédigées à l'initiative donc de la Société algérienne de pneumologie et sous la présidence du professeur Aït Khaled à l'époque et également avec la présence de nos aînés, comme le professeur Cholet, le professeur Lazib, le professeur Labawi, le professeur Sissaïd Slimantal, qui ont, en fait, c'est avec eux qu'on a fait cette première conférence de consensus à Annaba, où nous avons pris les recommandations internationales et nous les avons adaptées à notre pays. Ensuite, elles ont été mises à jour au fur et à mesure. Bon, les dernières publications datent de 2004, mais en fait, il faut savoir que nous tenons compte de l'évolution des recommandations internationales et donc on met à jour régulièrement notre approche. Pour ce qui est donc ces recommandations, qu'est-ce qu'elles ont permis? Elles ont permis d'abord, déjà dès 1992, de nous donner une définition de l'asthme, parce qu'il faut savoir qu'il existe plusieurs définitions de l'asthme. Il existait. Il y avait des définitions anatomiques, des définitions cliniques, des définitions fonctionnelles, d'autres cliniques et fonctionnelles, etc. En 92, les experts ont rédigé se sont mis d'accord sur cette recommandation qui mettait au cœur de la définition le désordre inflammatoire. C'était une avancée très importante pour nous parce que le fait de mettre le désordre inflammatoire chronique en avant, ça changeait toute l'approche de la prise en charge. On traitait l'inflammation. Donc, dans cette définition,
il y a le désordre inflammatoire, il y a cette inflammation qui est responsable de l'hyperréactivité bronchique, qui est à l'origine de la symptomatologie, puisque vous voyez qu'il entraîne des épisodes récurrents de respiration sifflante, etc. Et ces épisodes sont habituellement marqués par une obstruction bronchique variable. Ça fait référence en fait à l'obstruction bronchique et donc au fait qu'elle soit réversible spontanément ou bien sous l'effet d'un traitement. Et ça dit également, ça sous-tend également qu'il y a un désordre fonctionnel. En 2018, une nouvelle définition qui garde cette notion d'inflammation chronique des voies aériennes, mais surtout qui parle de maladies hétérogènes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a la maladie asthmatique et il y a les malades asthmatiques. C'est-à-dire tous les asthmatiques ne se ressemblent pas. Et tous ne se ressemblent pas, c'est lié à l'individu, à sa génétique, à l'environnement, etc. Donc, c'est la définition par une inflammation chronique, définie par la survenue de symptômes respiratoires, comme la respiration sifflante, l'essoufflement, etc., variable dans le temps et en intensité, et qui s'accompagne d'une diminution variable des débits aériens. Donc, celle que l'on retient maintenant, c'est la définition 2018. Je vous ai mis les deux définitions pour que vous voyez un peu l'évolution, puisque cette notion d'hétérogénéité est très importante. Quelle est l'ampleur du problème? C'est une pathologie de longue durée qui est, maintenant on va parler de l'aspect en fait, de l'impact de la maladie sur la collectivité. Qu'est-ce qu'elle représente dans une population, dans un pays, dans un continent, etc. C'est une maladie de longue durée, chronique, évolutive. Elle peut être associée à une invalidité et elle peut mettre en jeu aussi le pronostic vital. Elle est d'évolution lente. Il n'y a pas de tendance à la guérison, puisqu'on va voir tout à l'heure, c'est une maladie que l'on peut contrôler, avec parfois une diminution de la qualité de vie. Et vous savez que maintenant, dans tous les pays, la notion de qualité de vie est très, très importante. Et également, elle peut même diminuer l'espérance de vie s'il n'y a pas de prise en charge. On considère qu'il y a à peu près 300 millions d'asthmatiques dans le monde, avec 250 000 décès malheureusement. On déplore encore des décès. C'est une maladie qui reste sous-diagnostiquée. Sous-diagnostiquée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas reconnue en tant que maladie asthmatique. C'est-à-dire que les malades, on ne leur dit pas qu'ils sont asthmatiques, on ne les reconnaît pas comme asthmatiques, donc ils n'ont pas le traitement qu'il leur faut. Et pourquoi? Pourquoi il y a ce sous-diagnostic? Parce que d'abord, il y a une mauvaise perception des symptômes par le malade, il y a une insuffisance de formation des médecins, il y a une sous-évaluation de la sévérité par les médecins, effectivement, parce que parfois il y a un sous-traitement de la maladie. Donc tout ça fait qu'il y a une augmentation de la sévérité de la maladie et surtout du coût sur la collectivité. C'est une maladie en termes de fréquence et de mortalité. Vous voyez donc sur la gauche, vous voyez la prévalence de la maladie. La prévalence de la maladie est très fréquente et très variable d'un pays à un autre. Vous avez des pays à forte prévalence, jusqu'à 15% d'asthme, et des pays avec une faible prévalence. Ensuite, vous avez également la mortalité, les décès par asthme pour 100 000 habitants. Vous voyez par exemple qu'il y a des pays où il y a beaucoup de décès, comme par exemple l'Ouzbékistan, la Fédération de Russie, l'Albanie, où il y a beaucoup, on déplore malheureusement beaucoup de décès. Pour notre pays, les données que l'on a maintenant, heureusement que nos collègues de l'Institut de santé publique sont en train de faire un extraordinaire travail relatif à l'analyse des causes de mortalité, et nous commençons à avoir depuis le début des années 2000, nous avons maintenant, même si les données ne sont pas très fines, mais on commence à connaître la charge de la mortalité liée aux maladies respiratoires et en particulier à l'asthme. Les points communs qui existent entre les différents pays, c'est que les pays, l'asthme existe dans tous les pays, chez les riches et chez les pauvres. Les niveaux de prévalence sont différents, c'est-à-dire qu'il y a des pays avec une grande prévalence et des pays avec une faible prévalence. Et même dans un même pays, parfois, on peut avoir des niveaux de prévalence différents. C'est-à-dire que dans un même pays, il y a des régions où il y aura beaucoup d'asthmatiques, des régions où il y aura peu d'asthmatiques. C'est lié aux conditions climatiques, à l'environnement, etc. Pour le Maghreb, pour l'Algérie,
Pour le Maghreb, en fait, je vais vous parler d'un travail qui a été fait en 2008, mais il faut savoir que pour l'Algérie, les premiers travaux qui se sont intéressés à mesurer la fréquence de la maladie, la prévalence de la maladie, remontent au début des années 80. Et ces premiers travaux sont le fait aussi de nos maîtres, que sont le professeur Zerout Layahmoud à Oran, le professeur Khalef à Constantine, le professeur Abbès, et puis d'autres également qui ont fait les travaux comme Madame Aïtraled, comme professeur Aïtraled, professeur Guermaz, etc. C'est des noms peut-être que vous ne les connaissez pas, mais nous les connaissons parce que nous avons appris avec eux. C'est important de rappeler ce qu'ils ont apporté quand même comme apport pour notre communauté. Donc, pour ce qui est de l'enquête Airmag, c'est une enquête qu'on a réalisée dans nos 3 pays, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Ça a été réalisé sur un échantillon aléatoire, c'est-à-dire que pour ceux qui sont internes ou en 6e année, un échantillon aléatoire, c'est-à-dire qu'on a choisi au hasard des gens, on ne les a pas sélectionnés, on les a choisis au hasard au sein de la population générale. On a utilisé le même questionnaire, la même méthodologie, et pour la première fois dans les pays du Maghreb, on a utilisé le téléphone, c'est-à-dire qu'on a appelé les gens et on leur a posé des questions. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. L'avantage, c'est que vous ne déplacez pas des enquêteurs chez les gens. L'inconvénient, c'est que, bon, parfois, vous ne pouvez pas avoir toutes les informations qu'il faut. Mais ça donne déjà l'objectif de ce travail, c'est qu'on voulait avoir une image, une photo, un instantané de ce qui existait au sein de nos 3 pays. Au sein de nos 3 pays, donc, ce qu'on a retrouvé, c'est que cette prévalence variait autour de 3,5 à peu près 4% dans nos 3 pays. Vous voyez que les prévalences sont à peu près identiques dans nos 3 pays. Pour ce qui est de la mortalité évidemment augmente dans tous les pays, toutes catégories d'âge. Et les enseignements des causes de mortalité dans l'asthme sont très, très importants, puisque ça a permis si vous voulez, de donner un portrait robot des sujets à risque qui décédaient par asthme. Ce sont les gens qui ont des antécédents d'asthme aigu grave durant l'année précédant le décès, avec ou sans hospitalisation ou ventilation mécanique. Ce sont des patients où il y a un retard au diagnostic, c'est-à-dire qu'on n'a pas diagnostiqué suffisamment tôt la maladie, on a laissé la maladie évoluer. Ce sont des patients qui n'ont pas un traitement suffisant, soit ils sont sous-dosés, soit c'est eux-mêmes qui n'utilisent pas le bon traitement. Vous avez enfin les problèmes d'éducation thérapeutique, ce sont des patients qui ne sont pas éduqués. Et puis, vous avez également les troubles psychosociaux, le chômage, etc., les troubles de la personnalité. Tous ces patients, en fait, cette dernière catégorie de patients, c'est lié en fait à la difficulté d'éducation. Mais il faut savoir aussi que le fait de ne pas pouvoir accéder au traitement, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir aller chez le médecin et de ne pas acheter les médicaments, ça peut être un facteur de risque de mortalité parce que ce sont des malades qui sont sous-traités. Donc là, vous voyez aussi que l'accès aux soins joue un rôle important dans la survenue de ces décès. L'impact socio-économique, c'est une maladie très coûteuse. Alors, il y a des coûts directs et des coûts indirects. Les coûts directs, c'est tout ce qui touche les hospitalisations, les traitements en salle d'urgence, les consultations, les médicaments, les frais de laboratoire. En sachant que dans les coûts directs, ce qui coûte plus cher, c'est tout ce qui est du ressort des urgences, c'est-à-dire hospitalisation, traitement en salle d'urgence, etc. Ça veut dire qu'on a tout intérêt à faire en sorte que nos patients aillent le moins possible aux urgences. Et pour qu'ils aillent le moins possible aux urgences, il faut qu'on les prenne en charge de façon continue ou correcte. Ensuite, vous avez les coûts indirects, les pertes financières non médicales. C'est l'absentéisme scolaire et professionnel, le fait de perdre, il y a une perte de productivité parce que ce sont des gens, si ce sont des adultes et qui ont un poste de travail et qui ne peuvent plus travailler, évidemment, il y a une perte de productivité. Il y a l'invalidité, il y a l'altération de la qualité de vie, il y a le handicap également qui est proportionnel à la sévérité. Donc ça, c'est pour vous dire en fait que cette maladie est une maladie coûteuse. Du point de vue physiopathologique, qu'est-ce qu'on a ? Du point de vue physiopathologique, c'est un phénomène très complexe. L'asthme est une maladie complexe et on n'a pas fini d'en apprendre. Hein. C'est-à-dire que
On a beaucoup appris au cours de ces 2-3 dernières décennies, mais on continue encore d'apprendre. Longtemps, on a considéré que l'asthme, c'était juste une obstruction bronchique. D'ailleurs, les années 70, etc., 80, on soignait l'obstruction bronchique. On donnait beaucoup de bronchodilatateurs et ce n'est qu'à la fin des années 80, milieu des années 80, qu'on a commencé à donner les anti-inflammatoires. Et c'est là où on a compris que l'asthme était une maladie inflammatoire, en sachant que l'inflammation avait été reconnue déjà sur des autopsies qui avaient été faites dès le 19e siècle. L'inflammation, on la connaissait, mais on ne l'a jamais prise en compte. On a toujours traité que l'obstruction, c'est-à-dire la crise. Et puis ensuite, on a remis en fait dans l'ordre les phénomènes qui avaient lieu. Il y a l'inflammation, il y a la bronchoconstriction et il y a le remodelage. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est que le remodelage, qui aussi rend compte aussi de la sévérité de la maladie. Alors cette inflammation, la maladie asthmatique est une maladie inflammatoire. C'est une maladie avant tout inflammatoire. C'est l'inflammation qui explique toutes ces manifestations. C'est le fait qu'il y ait de l'inflammation, qu'il y a bronchique, qu'il y a une diminution des débits bronchiques, donc il y a une gêne respiratoire, il y a des sifflements, etc. Cette inflammation résulte donc de l'interaction entre les gènes d'un individu et son environnement, et elle est variable d'un malade à un autre. Tous les malades ne se ressemblent pas, je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des niveaux de sévérité différents. Cette inflammation donc joue un rôle central, ça concerne essentiellement les grosses voies aériennes. Ensuite, ce sont les petites voies aériennes. D'ailleurs, dans les asthmes, dans certaines catégories, on nous dit il faut traiter jusqu'aux petites voies aériennes parce que même quand on fait des explorations fonctionnelles, on peut retrouver une atteinte des débits périphériques et des toutes petites voies aériennes, c'est-à-dire que le typhino peut être normal, mais on peut retrouver également une atteinte des débits périphériques. Il y a également en fait une interaction entre plusieurs types cellulaires, lesquels types cellulaires vont excréter des médiateurs, de nombreux médiateurs qui vont être à l'origine de l'inflammation, de l'hyperréactivité bronchique, du remodelage, etc. Le remodelage, alors, il y a l'inflammation qui rend compte de tous les phénomènes fonctionnels, etc. Chez certains malades, cette inflammation, on sait qu'elle est réversible, mais chez certains malades, l'obstruction bronchique, au lieu d'être complètement réversible, c'est-à-dire retour à la normale, elle peut rester en partie irréversible, c'est-à-dire qu'il peut persister une obstruction. Et cette obstruction, le fait qu'elle soit partiellement réversible, c'est le témoin en fait de changements structurels permanents. C'est-à-dire que les voies, jusqu'à là, on disait que quand il y a de l'inflammation et qu'on traite l'inflammation, il y a un retour pratiquement à la normale, mais on sait que si on laisse l'inflammation évoluer, on peut entraîner un changement structurel permanent des voies respiratoires, ce qui peut entraîner une perte progressive de la fonction respiratoire. Ce remodelage, il va être caractérisé par quoi? Par un épaississement des parois, donc un œdème, une infiltration cellulaire, une hypertrophie glandulaire, des dépôts de tissus conjonctifs, etc., de la fibrose sous-épithéliale, une augmentation de la masse musculaire, une hyperplasie myofibroblastique, métaplasie du mucus, etc. Ça veut dire que chez certains malades sévères, chez les sévères, on peut retrouver ces phénomènes et c'est ce qu'on veut éviter. Quels sont les facteurs favorisants? Alors, ils sont multiples. On ne va pas vous dire l'étiologie de l'asthme. La tuberculose, on connaît l'étiologie, c'est le BK. Dans l'asthme, on ne va pas vous dire l'étiologie de l'asthme. On va parler des facteurs favorisants. Il y a d'abord la susceptibilité. On peut être asthmatique parce qu'il y a un facteur génétique, mais ce facteur génétique peut être absent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas dans sa famille de l'asthme que nous, on ne va pas faire de l'asthme. Parce qu'après, on pourra faire de l'asthme, il suffit qu'il y ait une interaction entre tout ce qui est environnement, infection, pollution, etc., pour développer justement la maladie asthmatique. Donc, il y a les facteurs héréditaires. On sait que quand on a les deux parents asthmatiques, il y a à peu près un risque de 50% pour l'enfant d'être asthmatique, et puis il diminue de 25% quand c'est un seul parent. Évidemment, il y a cette notion de terrain particulier chez l'enfant, c'est-à-dire que c'est des enfants ou des personnes qui vont
enfin des adultes chez lesquels vous allez retrouver cette notion d'eczéma, d'asthme, de manifestation, etc. Et on peut retrouver, on peut retrouver également chez des enfants cette espèce de continuité. Ils font de l'eczéma et ensuite ils vont développer un asthme. Il y a les facteurs également liés à l'environnement, les facteurs climatiques, l'humidité, la pollution urbaine, agricole, professionnelle, le tabagisme actif et passif plus qu'actif. Les infections virales également jouent un rôle puisqu'elles sont fréquentes dans la petite enfance. Mais il faut savoir que les infections virales chez l'enfant vont donner des sifflements et on parle d'enfants siffleurs. Ces enfants siffleurs ne sont pas forcément asthmatiques, hein. En fait, ils font des bronchiolites qui sont d'origine virale, qui ne sont pas forcément de l'asthme. La forte concentration également du milieu en pneumallergènes. Les pneumallergènes, en fait, ce sont des parasites, ce sont des acariens qui sont des parasites qui vont, en fait, occuper ou coloniser le milieu domestique et surtout les milieux où il y a une forte concentration d'humidité qui sont peu ventilés. Vous avez également la problématique des animaux, notamment les animaux domestiques. On pense aux chats, enfin en général, c'est le facteur que l'on trouve le plus fréquemment. Ces facteurs de risque environnementaux, en fait, ils sont liés au mode de vie. Ils sont nombreux, hein. Il y a beaucoup de facteurs environnementaux. Il y a les allergènes, il y a l'exposition au tabac. J'ai parlé tout à l'heure de la pollution atmosphérique, mais il y a également la pollution intérieure. C'est la biomasse. La biomasse commence à être de plus en plus connue et elle est impliquée dans de nombreuses maladies, notamment dans la BPCO et l'asthme, etc. Donc, c'est important de connaître ces facteurs, en fait, parce que lisez la dernière ligne, j'écris peuvent être évités. Et donc, prévention possible. Ça veut dire que quand on prend en charge un asthmatique, si on retrouve des facteurs favorisants sur lesquels on peut agir, il faudra les éviter. Alors, au bout de ce premier chapitre, quel message on peut retenir? L'asthme est une maladie complexe, elle est fréquente, mortelle dans certains cas, mais on connaît les facteurs de risque, elle est coûteuse. C'est une maladie inflammatoire. C'est une maladie inflammatoire qui peut, de sévérité variable, mais qui peut entraîner également un problème de remodelage. C'est une maladie multifactorielle et hétérogène, en sachant que certains facteurs peuvent être également évités. Quelle est l'approche diagnostique? L'approche diagnostique, tout d'abord, il faut bien savoir que nous sommes en dehors de la crise. Nous ne sommes pas en pleine crise d'asthme. Ça veut dire que qu'on va recevoir en consultation un patient qui n'aura aucun symptôme, qui ne sera pas gêné, qui n'aura pas de sifflement. Donc, les modalités de diagnostic, que l'on soit aux urgences, c'est-à-dire pendant la crise ou en dehors de la crise, changent complètement. Quand on est en urgence, on interroge les 6 bilans, c'est facile, enfin, c'est relativement facile. Quand on est en dehors de la crise, c'est l'anamnèse qui va vous permettre, en fait, c'est l'anamnèse qui va vous permettre de retrouver les éléments descriptifs de la crise d'asthme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une crise d'asthme? D'abord, ça peut concerner aussi bien l'adulte que l'enfant, aussi bien l'homme que la femme. Ce sont des symptômes qui vont survenir surtout la nuit. C'est une gêne respiratoire avec une sensation d'oppression, d'étouffement. Le malade va exprimer cette gêne de plusieurs façons. Il va vous dire je sens un poids sur mon thorax, je n'arrive pas à bien respirer, je sens que c'est serré. Et en dialecte algérien, la terminologie aussi est très riche, hein. يقول لك راني مضيق راني ما نقدرش نتنفس صدري مزير راني مجيني راني متوفي. Vous voyez beaucoup de termes qui vont décrire en fait cette gêne respiratoire. Et surtout, ce sont les sifflements. Les sifflements, bien sûr, il y a d'autres causes de dyspnée sifflante, mais dans l'asthme, c'est cette notion de sifflement. Et il va vous dire et cette gêne sifflante peut être précédée de prodromes, c'est-à-dire, elle peut être, mais ils peuvent ne pas exister. Les prodromes, ce sont des signes annonciateurs. Bon, je ne vous apprends rien.
Ce sont des signes donc annonciateurs, c'est soit des signes d'allergie haute, c'est-à-dire le malade va commencer à avoir le nez qui coule, il va avoir le nez qui va gratter, la gorge aussi qui va gratter, les oreilles, les yeux, etc. Il va avoir les yeux, il va éternuer, ou bien alors il peut avoir également une toux sèche. Beaucoup de patients décrivent un épisode de toux sèche, et puis après, il y a la gêne qui s'installe. Elle est de brève durée. En général, ça oblige le malade à s'asseoir. Et ce sont des symptômes donc, qui peuvent survenir la nuit, avec ou sans exposition allergénique. Hein, c'est-à-dire qu'il peut s'être exposé, ou bien parfois on ne retrouve rien du tout. Ce sont des symptômes qui sont récidivants. Et si on ausculte le patient au moment de la crise, je dis bien au moment de la crise, il va y avoir à l'examen physique présence de sibilants. Donc, en dehors de la crise, il s'agit de réunir les éléments caractéristiques par le biais de l'anamnèse. Il faudra retrouver cette notion de gêne respiratoire, cette notion de sifflement, le fait qu'elle survienne à certains moments de la journée, le fait qu'elle survienne dans certaines circonstances particulières pour certains malades, le fait qu'elle cède sous bronchodilatateur, cette notion d'atopie également va permettre en fait de caractériser, de retrouver les éléments qui vont permettre de faire le diagnostic d'asthme. Parce que souvenez-vous, vous êtes en dehors de la crise, il n'y a pas d'anomalie, c'est-à-dire que vous allez avoir une auscultation, un examen clinique normal. Examen clinique maintenant, on le sait, les recommandations, et depuis toujours en fait, il faut faire une mesure de la fonction respiratoire. Cette mesure de la fonction respiratoire, c'est tout d'abord, pour nous, on va garder le DEP, le débit expiratoire de pointe. Ce qui est intéressant dans le DEP, c'est qu'il faut surtout montrer qu'il y a une variabilité de ce DEP, en fait. C'est ça qui permet de caractériser vraiment l'asthme. Si on retrouve cette variabilité, si on peut la caractériser chez certains patients. Donc, cette fonction respiratoire, ce qu'elle va nous montrer, elle va nous montrer une obstruction bronchique, mais qui est réversible. Elle est réversible. Dans les dernières recommandations, il est recommandé de faire une spirométrie de base avec un test de bronchodilatation s'il y a une obstruction. S'il n'y a pas d'obstruction, il est recommandé de répéter cette spirométrie pour voir s'il y a une variabilité. C'est une recommandation, mais évidemment pour nous et pour beaucoup de pays de toute façon, parce qu'il faut savoir que la spirométrie, tous les pneumologues militent pour que la spirométrie soit faite partout, mais surtout soit faite dans de bonnes conditions de qualité. Il n'est pas question de faire une spirométrie de mauvaise qualité, il faut la faire de bonne qualité. Donc, si on a la possibilité de faire une spirométrie, oui, sinon, obligatoirement, le débit expiratoire de pointe. Une courbe spirométrique, une courbe chez le sujet normal. Ensuite, la courbe bleue, c'est le sujet normal. La courbe jaune, c'est le sujet à l'état de base. Et la courbe rouge, c'est le sujet après bronchodilatateur. Vous voyez qu'il y a une amélioration. Je vous rappelle que pour dire qu'il y a une amélioration, il faut que l'obstruction s'améliore d'au moins 12% ou 200 millilitres pour les plus rigoureux. 200 millilitres ou 12%. Donc, le débit expiratoire de pointe, je vous rappelle que le débit expiratoire de pointe, c'est en fait c'est le débit maximal instantané qui est mesuré lors d'une expiration forcée. C'est un paramètre qui est relié à l'obstruction bronchique que l'on mesure avec la spirométrie. Hein. Globalement, c'est relié, ça reflète globalement. Et d'ailleurs, le débitmètre de pointe constitue pour nous le tensiomètre de l'asthmatique ou du malade respiratoire. Comme chez l'hypertendu, on mesure la tension, chez le diabétique, la glycémie, chez l'asthmatique, on va mesurer le DEP. Et ce DEP, il est interprété donc en fonction, voilà, vous voyez ici, on va le mesurer en fonction de la taille, du sexe et de l'âge. Et vous voyez là, vous avez les normes sur cette courbe. Vous pouvez voir quelles sont les normes. On a des normes pour les hommes, on a des normes pour les femmes, en fonction de l'âge et de la taille. Vous voyez là sur la courbe, sur le côté, vous voyez les tailles. Et de l'autre côté, vous avez le DEP. Et vous pouvez,
Pour quelqu'un qui mesure 1,52 m, qui est âgé à peu près de 25 ans, on est à peu près à 400 de DEP. Pour quelqu'un qui mesure, je ne sais pas moi, 1,67 m, c'est à peu près, quand on est une femme, hein, et chez les hommes, c'est la même chose, vous pouvez projeter en fait votre DEP sur ces courbes. Alors, le DEP, ce n'est pas un examen complémentaire. Hein. Ce n'est pas un examen complémentaire. C'est un examen qui fait partie de l'examen physique. C'est un petit appareil que l'on va utiliser et il est idéal pour la consultation, mais idéal aussi chez certains malades à la maison. On peut même l'utiliser dans le cadre de la surveillance de l'asthme professionnel. Quand on veut caractériser une obstruction en milieu professionnel, on recommande de faire une courbe, un monitoring du DEP. Quand mesurer le DEP, donc on peut le mesurer lors du bilan initial. On peut le mesurer lors du bilan initial pour détecter et diagnostiquer un asthme. On va détecter à ce moment-là un trou ventilatoire obstructif qui va être réversible après bronchodilatateur. C'est-à-dire qu'en consultation, vous allez mesurer le DEP, vous allez administrer un bronchodilatateur, tout comme une spirométrie. Et à ce moment-là, si vous remesurez votre DEP, vous allez voir qu'il va s'améliorer. Si c'est amélioré, vous êtes devant une obstruction réversible, donc vous êtes devant un asthmatique. On mesure également le DEP au cours du suivi, c'est-à-dire à chaque consultation. À chaque consultation, il faut mesurer le DEP. On peut également recommander à un patient de mesurer le DEP à domicile, mais on ne le fait pas pour tout le monde. On le fait dans certaines situations, quand on n'arrive pas à contrôler un asthmatique, quand on est devant un asthme qui est sévère ou qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc, on demande au patient de faire un monitoring du DEP. Un monitoring du DEP, c'est-à-dire qu'il va mesurer son DEP matin et soir. Et chaque 15 jours, quand il va venir chez le médecin, on va voir quelle est l'évolution, quelles sont les modifications, s'il y a une modification ou pas, et pourquoi ça s'est modifié. Parce que à ce moment-là, le patient il va vous dire, là j'étais, par exemple, j'ai fumé ou j'étais dans une ambiance de tabac, là j'étais exposé à je ne sais pas quoi, à de la poussière, etc. Et il peut à ce moment, ça permet en fait d'analyser l'évolution de la maladie. Et puis, ça s'utilise évidemment, mais ce n'est pas l'objet de notre présentation d'aujourd'hui, ça s'utilise également dans le cadre de l'urgence. Il est anormal de prendre un asthmatique en charge aux urgences sans débitmètre de pointe en 2020. Ça, on le dit depuis 1992. Donc, comment on le mesure? On note d'abord l'âge, le sexe et la taille. On explique au patient ce qu'on va faire. On lui dit que ça fait pas mal. On lui explique bien parce qu'on a besoin de sa coopération. C'est un geste qui dépend, la qualité de la mesure dépend de la coopération du patient. Si le patient ne coopère pas, vous n'aurez rien du tout. Donc, il faut bien expliquer comment utiliser le DEP. On peut faire une autre séance où on va vous expliquer comment utiliser le DEP. Donc, il faut tenir l'appareil avec le curseur vers le bas et il va souffler dans l'appareil d'un seul tenant. En général, on dit aux malades, soufflez comme si vous éteigniez une bougie. C'est-à-dire, on va lui dire, d'un seul coup. Il va faire comme ça pour bien donner, c'est un débit. C'est un débit et un débit, c'est un volume par rapport au temps, rappelez-vous. Donc, après qu'on ait mesuré une première fois, en général, on fait mesurer 3 fois, pas plus, hein, parce qu'au bout de 3 fois, le malade est fatigué. Et puis, s'il y a une obstruction, on va noter la meilleure mesure, la meilleure valeur. Et s'il y a une obstruction, on donne, je vous ai dit, un bêta de mimétique et on remesure. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est comment on va interpréter le DEP en fonction de l'âge, de la taille et du sexe. Une fois qu'on est… Donc, vous voyez que pour faire le diagnostic d'asthme bronchique, il nous faut de l'anamnèse, il nous faut un DEP. Un DEP qui peut être normal comme il peut être diminué. Il est le plus souvent normal, je vous rassure. Hein. Mais c'est surtout l'anamnèse. Je crois que le challenge chez l'asthmatique, c'est d'être capable de poser les bonnes questions. Il faut poser les bonnes questions. Est-ce qu'il est gêné? Est-ce qu'il a des sifflements? Quand est-ce que ça survient? Est-ce qu'il y a des signes annonciateurs? Qu'est-ce qui soulage? Etc. Pour pouvoir tout avoir.
Évidemment, tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme. Tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme et il y a des diagnostics différentiels à évoquer, évidemment. Vous avez la BPCO. La BPCO, vous allez la suspecter surtout quand vous allez avoir un sujet de plus de 40 ans, fumeur ou bien exposé à un facteur de risque. La BPCO, on parle beaucoup du tabac, mais il y a les autres facteurs de risque comme la pollution, la biomasse, etc. Mais bon, le tabac est un des premiers facteurs reconnus. Ce qui va permettre de faire le diagnostic différentiel, d'établir le diagnostic, c'est la spirométrie. La spirométrie, puisque dans la BPCO, vous allez avoir un trouble ventilatoire obstructif non réversible, alors que dans l'asthme, ça va être un syndrome obstructif réversible. Évidemment, il faut savoir prendre le temps d'analyser parce que chez certains patients asthmatiques sévères, vous pouvez avoir une obstruction qui est partiellement réversible. À ce moment-là, on donne un traitement corticoïde par voie orale pendant 10 jours à peu près avec un bronchodilatateur de courte durée d'action. On réévalue, on refait une spirométrie et à ce moment-là, s'il y a une amélioration totale, on est devant un asthmatique. S'il n'y a pas amélioration totale, à ce moment-là, on est devant une BPCO. Tout en sachant qu'il y a une autre entité qui a été également identifiée, c'est les syndromes de chevauchement entre ACOS et BPCO, etc. Ceci est un autre débat. Ensuite, vous avez les dilatations de bronches pour DDB. Hein. J'ai mis l'acronyme DDB. Évidemment, là, c'est la clinique et l'imagerie. La clinique, c'est quelqu'un qui va beaucoup cracher, c'est une bronchorée très importante. Et l'imagerie, c'est la TDM thoracique qui va mettre en évidence les images aréolaires, etc. La mucoviscidose, évidemment, c'est la même chose, hein, c'est la même symptomatologie. Ce sont en général des enfants qui crachent beaucoup, qui peuvent avoir des signes digestifs. Donc, il y a la clinique, l'imagerie, les tests à la sueur. Il y a la dysfonction des cordes vocales. Là, également, c'est un examen ORL qui va vous aider. Il y a les tumeurs des voies aériennes. Et là, dans les tumeurs, les corps étrangers, etc., dans les tumeurs, en général, quand il y a une obstruction d'une bronche, en fait, ce que vous allez retrouver à l'examen, si vous faites un examen un examen physique, hein, vous allez vous rendre compte que les signes, les sibilants, vous allez les retrouver d'un seul côté. Ça peut arriver. Donc là aussi, c'est l'imagerie qui va vous aider, l'endoscopie. Et puis, il y a l'insuffisance cardiaque gauche également. Mais c'est surtout chez les sujets âgés, l'insuffisance cardiaque gauche. D'ailleurs, chez les insuffisants cardiaques gauche, on parlait avant d'asthme cardiaque en fait, hein, mais en fait ce sont des patients qui vont avoir une vasoconstriction et donc il y a une hyperréactivité bronchique également secondaire et ils peuvent avoir également une obstruction bronchique et une inflammation et il faut traiter l'insuffisance cardiaque gauche. Nous avons souvent des patients qui nous sont adressés par les collègues cardiologues ou internistes. Et en fait, c'est un réajustement du traitement qui peut aider à améliorer l'état des patients. Alors, il y a une situation très particulière dont j'aimerais parler, c'est la toux spasmodique. La toux spasmodique, je vous ai dit, l'asthme, c'est une gêne respiratoire sifflante qui survient la nuit, plus souvent la nuit, plus souvent en hiver, de la poussière, etc., etc., avec des sifflements, des prodromes parfois. Mais il y a des situations où il n'y a que la toux. Et cette toux, elle est sèche, elle est gênante, elle survient par quinte, elle est répétitive. C'est des patients qui ne vont avoir que de la toux. Évidemment, là, il faudra reprendre l'anamnèse, rechercher s'il n'y a pas un terrain d'atopie familiale ou personnelle, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas des signes d'allergie, soit cutanés, soit hôtes, soit digestifs, soit alimentaires, soit médicamenteux, aussi bien dans la famille que chez le patient. Il faudra également rechercher est-ce que le patient ne présente pas quand même une gêne avec des sifflements parce qu'il arrive que quand on pousse bien l'anamnèse, on demande au patient quand vous toussez, est-ce que vous ne ressentez pas parfois des fins de sifflements ou de la gêne respiratoire? Parfois on trouve pas. Il faut rechercher également toutes les autres causes de toux parce que là, il faut faire une démarche diagnostique assez poussée qui est d'abord clinique, qui va s'appuyer sur l'imagerie. Et là, la radiographie va être également un premier élément, la fonction respiratoire également. Et si c'est nécessaire, on va pousser l'examen beaucoup plus loin.
Voilà, donc explorer une toux, c'est aussi un exercice particulier. Ce sont des situations qui existent, hein, qui ne sont pas fréquentes, heureusement. Alors, le message clé numéro 2, à l'issue de ce chapitre. En dehors de la crise, donc, le diagnostic, essentiellement l'anamnèse, avec mesure de la fonction respiratoire, le DEP, rappelez-vous, DEP qui est notre tensiomètre, rappelez-vous, le DEP, éventuellement une spirométrie de base, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on aura la possibilité de faire une spirométrie, on fera la spirométrie à l'asthmatique. Je rappelle, spirométrie de qualité, pas n'importe quelle spirométrie, parce que si la spirométrie n'est pas faite dans de bonnes conditions, on va avoir des chiffres folkloriques et on va mettre les gens dans des catégories diagnostiques qui ne sont pas les leurs. On va aborder maintenant comment on aborde le patient. Alors, la démarche. La démarche, elle est simple. Je vais prendre un peu d'eau si vous me permettez. Alors, la première consultation, c'est l'étape fondamentale pour établir le bilan initial. Alors, quand le patient vient pour la première fois vous voir, on fait le bilan initial. Ce bilan initial, il va vous permettre d'abord de retenir le diagnostic d'asthme, c'est-à-dire faire le diagnostic positif et différentiel, établir le niveau de sévérité ou de contrôle, on va le voir, identifier les facteurs favorisants et notamment les formes particulières. Alors, on va voir comment on fait le diagnostic. Je répète, hein, et je vous rappelle que quand on vous adresse un patient, même si on vous écrit sur la lettre, je vous adresse, même nous, hein, on nous dit, nous vous confions le patient qui présente asthmatique, on repose les questions et on refait le diagnostic et on élimine les autres diagnostics éventuellement parce que parfois il arrive qu'il y ait un problème de diagnostic différentiel et qu'on passe à côté. Donc, toujours poser d'abord le diagnostic, refaire le diagnostic, c'est-à-dire si c'est un malade naïf qui n'a jamais consulté, vous serez le premier médecin. S'il vient d'ailleurs, vous devez également faire l'exercice de faire l'anamnèse. Donc, cette étape du diagnostic, et je rappelle, est basée sur l'anamnèse et sur la fonction respiratoire. On l'a assez dit. Les arguments en faveur, donc, c'est la dyspnée nocturne, les sifflements, l'amélioration sous bêta-2, après prise de bêta-2 sympathomimétique ou bien spontanément, la notion d'atopie personnelle ou familiale. Les diagnostics différentiels, on les a donnés. Alors, je m'excuse. Donc là, les diagnostics différentiels et évidemment, je vous rappelle la situation particulière de la toux spasmodique. Hein. Vous pouvez vous retrouver confronté à cette situation. Il faudra là, à ce moment-là, faire vraiment une démarche diagnostique poussée basée sur l'anamnèse et sur des examens complémentaires. Quand je dis toux spasmodique, c'est tout nu, hein. Nu, NE, c'est-à-dire il n'y a que le symptôme toux. Il n'y a que le symptôme toux. Il y a le symptôme tout seul, nu, il y a un seul symptôme, c'est la toux. Mais à ce moment-là, il faudra voir qui est cette personne, sujet jeune, sujet âgé, les antécédents, etc. Le niveau de sévérité maintenant, ou le niveau de contrôle. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, les recommandations existent depuis 1992. Alors, au siècle dernier, en 1992, avec les premières recommandations, nous avons utilisé la sévérité. Je dis nous parce que on fait partie de cette catégorie de personnes. On a travaillé avec la sévérité. Et puis après, il y a eu la notion de contrôle, mais on va expliquer maintenant la différence. Alors, la sévérité, c'était bien parce que ça nous permettait en fait d'appréhender, si vous voulez, la sévérité de l'inflammation bronchique. Et on distinguait la sévérité sur 4 niveaux. Mais c'était une terminologie qui était un peu confuse parce que est-ce que c'était l'obstruction qu'on décrivait? Est-ce que c'était l'intensité des symptômes? La problématique aussi de la sévérité, c'est que c'est une notion statique, c'est-à-dire que
je la fais aujourd'hui le 21 juin. Il est possible que si je la refais une autre fois, ça n'aura pas la même valeur. Et puis par ailleurs, c'est une évaluation qui est faite sur la base d'informations qui sont données par le malade, sur une analyse rétrospective, c'est-à-dire que le patient doit faire un effort de mémorisation. Alors, imaginez un patient qui est asthmatique depuis 20 ans. Est-ce qu'on va lui dire depuis 20 ans combien de fois vous avez eu des symptômes, combien de fois? Non, c'est difficile. En général, comment on fait quand on fait la sévérité? On prend une année antérieure. Une année antérieure, en fait, ça fait les 4 saisons. Et on a la variabilité sur l'année. Et puis, une année, c'est beaucoup pour se rappeler. Souvent, les patients vont vous dire, il y a des études qui vous disent que la mémorisation, la mémoire du patient, c'est à peu près 3 mois. Donc, nous, on essaye de faire un effort d'1 an. Donc, la sévérité, là, ça préjuge en fait de l'intensité de l'inflammation et ça nous donnait ça. Je vous fais grâce des premières classifications, parce que les premières classifications, c'était asthme léger, modéré, sévère. Et puis, les premières, en 92, c'était asthme léger, asthme modéré, asthme sévère. Ensuite, on a distingué 2 grandes catégories, l'asthme intermittent et l'asthme persistant. L'asthme persistant, ensuite, est subdivisé en 3 catégories, léger, modéré, sévère. Alors, l'intermittent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des symptômes moins d'1 fois par semaine, qui a des exacerbations brèves, qui a des symptômes d'asthme moins de 2 fois par mois, qui est asymptomatique entre les exacerbations, qui a une fonction respiratoire normale. À partir du persistant, c'est-à-dire que l'asthme intermittent, les symptômes sont rares. Et on nous dit pas d'exacerbation, des exacerbations brèves. À partir du persistant, il y a des symptômes au moins 1 fois par semaine et moins d'1 fois par jour. Appréciez la difficulté. Plus d'1 fois par semaine, moins d'1 fois par jour. Ensuite, on vous dit des exacerbations qui peuvent gêner l'activité et le sommeil, des symptômes nocturnes plus de 2 fois par mois et un DEP qui peut, à ce moment-là, qui est variable. Vous voyez, le DEP, quand on le surveille, il va varier de 20 à 30%. Ensuite, vous avez l'asthme modéré, les symptômes sont quotidiens, les exacerbations sont gênantes, les symptômes nocturnes plus d'1 fois par semaine, avec une utilisation quotidienne de bêta-2, avec un DEP à ce moment-là qui est variable. Et la variabilité, un DEP et un VMS qui peuvent être abaissés, ils retournent à la normale, mais une variabilité d'au moins 30%. Dans l'asthme persistant sévère, les symptômes sont permanents, exacerbations fréquentes, symptômes d'asthme fréquents nocturnes, une variabilité très importante et un VMS qui est moins de 60%. Donc, vous voyez, c'était assez complexe. Et je vous dirais que quand on a commencé en 92 à utiliser la classification, parce qu'on avait intermittent, léger, on avait léger, modéré, sévère, et l'intermittent n'était pas identifié dans les années 90, on ne le connaissait pas. C'est après, la première fois, il n'était pas identifié. On était très embêtés quand on classait, on était très content d'avoir cette classification. Je sais que dans le service où on était très satisfaits parce que ça nous permettait de parler le même langage. Et on s'est rendu compte en fait qu'il était difficile de mettre les patients dans une case. Notamment pour les sévères, c'était clair. Ils étaient tout le temps, ils avaient beaucoup de symptômes, ils avaient beaucoup de crises, ils se réveillaient tout le temps la nuit, ils avaient une activité physique qui était très limitée, une mauvaise qualité de vie, une fonction respiratoire abaissée. Et puis, on était embêtés avec cette catégorie d'asthme qui c'était pas des asthmes légers, mais ils avaient des symptômes qui étaient rares. Donc, on était très embêtés dans quelle catégorie on les met. Et en plus du fait que je vous ai dit, c'est une évaluation statique. Enfin, on arrivait quand même à traiter les patients, je vous rassure. Mais c'était un constat qu'avaient fait beaucoup de personnes. Et donc, ce que l'on sait aussi, c'est que cette notion d'exacerbation, en fait, tous les asthmatiques peuvent faire des exacerbations.
C'est pas parce que j'ai un asthme léger, je vais pas faire des exacerbations sévères. Cette notion aussi est remise en cause. Donc là, c'était la sévérité. Et puis, il y a une autre notion qui est sortie, c'est le contrôle. Alors, le contrôle de la maladie, il est pris dans le sens maîtrise des manifestations de la maladie. D'habitude, quand on dit contrôler une maladie, par exemple, quand on contrôle la poliomyélite, c'est qu'on peut la prévenir. On a mis en place le vaccin contre la polio, et bien on a contrôlé, il n'y a plus de maladie. On met le traitement antituberculeux, on guérit le malade. Ça, c'est contrôler la maladie. Ce n'est pas dans ce sens, dans l'asthme, qu'on dit contrôle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette notion, l'asthmatique, on n'arrive pas à guérir l'asthmatique. On peut contrôler la maladie, c'est-à-dire maîtriser les symptômes. Et cette notion est très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce qu'on sait que l'inflammation, vous avez vu dans cette classification, on a dit qu'on mettait plus c'est sévère et plus l'inflammation est sévère. Et théoriquement, ce qu'on nous disait, plus on traite et on va réduire ou même faire disparaître l'inflammation. En fait, il n'en est rien. On n'arrive pas à faire disparaître l'inflammation reste. Et donc, elle reste, il y a un fond inflammatoire. Et donc, cette maîtrise des symptômes est très importante. Et surtout, c'est une notion dynamique. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit la sévérité, je remonte 1 an. Le contrôle, c'est sur les 4 semaines précédentes. 4 semaines précédentes, la consultation. Ça veut dire que c'est un effort qui ne va pas être très important et vous allez voir les critères. C'est l'objectif principal de la prise en charge. Il peut être obtenu chez la majorité des patients. Il faut juste une stratégie thérapeutique développée en partenariat entre le patient, sa famille et le personnel de santé. Alors évidemment, sévérité versus contrôle, qu'est-ce qu'on prend? Normalement, c'est le contrôle. La sévérité, on dit qu'on peut l'utiliser pour des malades naïfs, c'est-à-dire des malades qui n'ont jamais eu de traitement de fond. Sinon, c'est le contrôle qu'on peut utiliser. Mais même chez un malade naïf, on peut utiliser le contrôle. Sur la base de la fréquence, on va voir maintenant comment on fait l'évaluation. Alors, comment on évalue le contrôle? Sur les 4 semaines précédentes, on va demander au patient combien de fois il a eu des symptômes, combien de fois il s'est réveillé la nuit, combien de fois il a eu besoin de bronchodilatateurs, est-ce que ses activités ont été impactées par son asthme, c'est-à-dire est-ce qu'il a eu une activité normale ou pas. Et puis, on fait la fonction respiratoire. Mais ce que l'on prend en compte également, c'est les exacerbations, c'est-à-dire que si le patient a fait une exacerbation, ça veut dire que l'inflammation est devenue plus importante, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle de la maladie. S'il y a un déclin, c'est-à-dire une chute de la fonction respiratoire, et s'il y a des effets secondaires au traitement. Tous ces risques, en fait, préjugent du manque de contrôle de la maladie. Donc, un asthme bien contrôlé est un asthme où les symptômes, où le patient n'a aucun symptôme, ou bien il a moins de 2 fois par semaine. Pour contrôler, on va lui dire, vous allez faire l'effort de nous dire au cours des 4 dernières semaines. Vous ne dites pas le mois précédent, parce qu'en faisant l'expérience avec le malade, Charles fait, je suis en juin, il va penser que c'est le mois de mai. Non, c'est les 4 semaines, du 21 juin au 21 mai. Les 4 semaines précédentes, combien de fois il s'est réveillé, combien de fois il a eu des symptômes diurnes. Moins de 2 fois par semaine ou aucun. Ça veut dire qu'il est bien contrôlé. Combien de fois il a eu besoin de bronchodilatateurs de courte durée d'action? Combien de fois est-ce qu'il s'est réveillé la nuit ou pas? Et est-ce qu'il y a eu une limitation des activités? S'il n'y a eu aucun, ou moins de 2 fois par semaine pour les 2 premiers symptômes, il est dans la colonne verte. Il est bien contrôlé. S'il est dans la colonne, s'il a 1 à 2 critères,
c'est-à-dire que s'il s'est réveillé plus d'une fois, plus de 2 fois par semaine, ou bien s'il a eu besoin plus de 2 fois par semaine de bêta-2, s'il s'est réveillé la nuit, 1 à 2 critères, je le mets dans la colonne jaune, il est partiellement contrôlé. S'il a plus de 3 critères, c'est-à-dire qu'il a eu plus de 2 fois par semaine des symptômes, il a eu besoin de bêta-2 plus de 2 fois par semaine, il s'est réveillé la nuit, ou bien il a une limitation des activités, à ce moment-là, on le met dans le rouge. Il n'est pas du tout contrôlé. Et là, vous avez un test de contrôle qu'on utilise dans les consultations. On le donne aux patients avant de rentrer à la consultation. Il est traduit à l'arabe et on lui demande de remplir ce papier. C'est intéressant ce papier parce que c'est un papier qui sert en même temps aussi à mémoriser les éléments de surveillance pour le patient asthmatique. Certains de nos collègues, on le fait parfois, on donne au patient et on lui dit un mois, puisqu'en général on les voit tous les 3 mois, quand on les voit tous les 3 mois, on leur dit au cours du dernier mois, eh bien, surveillez-vous et dites-nous ce que vous avez eu. Et puis ils font la somme. Ils font la somme. Chaque item est noté sur 5. Voilà. Ça va de 1 à 5. Vous voyez. C'est un test, c'est l'ACT, c'est un test qui a été validé. Hein. Chaque item, par exemple, vous allez lui dire combien de fois au cours des 4 dernières semaines, est-ce que vous avez été gêné dans vos activités, le travail? Tout le temps, c'est 1, la plupart du temps, c'est 2, quelquefois, c'est 3, rarement, c'est 4, jamais, c'est 5. Vous voyez, au cours des 4 dernières semaines, est-ce que vous avez été essoufflé? Donc, plus d'une fois par jour, moins d'une fois par jour, etc. Plus d'une fois par jour, c'est 1, jamais c'est 5. Vous voyez, tous les items, c'est comme ça. Et puis, vous faites la somme. Et à ce moment-là, si le score est inférieur à 20, ça veut dire que le score n'est pas contrôlé. Si le score est inférieur à 20, ça veut dire que l'asthme n'est pas contrôlé. Et s'il a une note supérieure à 20, ça veut dire que c'est un asthme contrôlé. Alors, pour la petite histoire, j'ai une de mes patientes, je raconte tout le temps ça parce que c'était au moment où on avait utilisé ces tests et on lui a donné les tests. Elle a fait, parce qu'on donne avant qu'il rentre, et puis après, il faut refaire. Hein. Il ne faut pas faire l'économie de refaire soi-même. Donc, elle avait eu 16. Je lui dis, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez eu 16. Je lui dis, je lui dis, etc. Elle m'a regardé, elle m'a dit, madame, elle me dit la moyenne. Ça, c'est pour vous dire, en fait, que dans l'esprit des patients, comment ça peut être interprété. Il faut bien expliquer aux patients qu'on est bien contrôlé quand on a plus de 20. Parce que la note totale, c'est 25, mais être bien contrôlé, c'est plus de 20. Donc, voilà pour le test de contrôle. Et ce test de contrôle, à la consultation, on va le compléter avec le DEP. Le contrôle, c'est très, très important parce que, je vous ai dit, c'est une notion dynamique, parce que ça vous permet de choisir le traitement, de vérifier que le traitement est efficace, donc que la maladie est évaluée, et ça permet en fait de voir que le traitement a été efficace. Donc, on fait une évaluation de l'efficacité du traitement. Quelle est la démarche? Donc, une fois qu'on a fait le niveau de contrôle, on a vu que c'était un asthmatique, on a fait le niveau de sévérité, il faut identifier les facteurs favorisants et notamment les formes particulières. Pourquoi il faut identifier les formes particulières? Parce que les formes particulières, on peut organiser la prévention. Alors, l'identification des formes particulières, elle est basée essentiellement sur l'anamnèse. Anamnèse. C'est-à-dire qu'on va poser des questions au patient et on va poser des questions très simples. Dans quelles circonstances vos symptômes surviennent ou s'aggravent? Il faut poser la question dans les deux sens. Est-ce qu'ils surviennent ou bien ils s'aggravent dans certaines circonstances? C'est important. Et là, les patients, en fait, ont toujours l'idée que quand ils viennent chez le médecin, c'est au médecin de trouver la cause. Eh bien non, on va lui demander de voir
de voir dans son passé, dans son vécu, qu'est-ce qui a pu aggraver ou provoquer ces symptômes, mais aussi de voir à l'avenir, dans sa vie future, à chaque fois, il va falloir qu'il se mette en observation, qu'il voit s'il y a une aggravation ou pas de ces symptômes. Il faudra à ce moment-là reconstituer les circonstances de survenue des symptômes et puis organiser à ce moment-là l'éviction, c'est-à-dire, dans la mesure du possible, enlever ces facteurs. Alors, quels sont ces facteurs particuliers? Il y a 5 formes particulières. C'est l'asthme pollinique. L'asthme pollinique, c'est celui qui survient au moment du printemps. C'est des patients qu'on va voir, en général, ils viennent à partir de, ils savent, moi j'ai 2 ou 3 patients qui viennent à partir du mois de février. Ils viennent, ils disent voilà, comme c'est Rabi'a ou Jay, ben, je viens chercher mon traitement. Ils prennent leur traitement, on renforce. Alors ce sont soit des patients qui ne mettent le traitement que pendant cette période, ou bien alors on renforce le traitement de fond. Vous avez également l'asthme médicamenteux. En général, c'est les asthmes qui sont liés aux AINS et à l'aspirine, c'est-à-dire que les symptômes vont survenir après la prise d'aspirine ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, c'est très important de poser aussi cette question. Est-ce qu'il faut poser la question au patient, est-ce que le fait de prendre l'aspirine ou bien un anti-inflammatoire, vous savez, parce que maintenant les patients, il y a beaucoup d'automédication et les patients vont aller acheter des médicaments, des anti-inflammatoires. Donc, il est très important de demander au patient que le traitement soit prescrit ou non. Je veux dire par là qu'il faut lui dire « La tshorb doua ki toujak darsa ou la toujak haja » لا تشرب دير les suppositoires ou la dire تشرب الكاشي ou là, il faut donner le nom du médicament. Est-ce que les symptômes s'aggravent ou ils surviennent? Et puis, on a une forme particulière, c'est le syndrome de Widal. Le syndrome de Widal, c'est asthme, allergie à l'aspirine et polypose nasale. Alors, ce syndrome, en général, avant, on disait que c'était toujours des asthmes sévères. Bien, on s'est rendu compte que dans la majorité de ces cas, si on identifie suffisamment à temps l'allergie, le fait que le patient ne supporte pas l'aspirine, qu'on enlève l'aspirine, qu'on mette le traitement qu'il faut, on arrive à contrôler la maladie. La problématique chez ces patients, c'est la polypose nasale qui est récidivante. C'est-à-dire que le traitement local, parfois, ne sera pas suffisant. La polypose nasale peut être parfois un peu difficile à gérer. Ensuite, vous avez l'asthme professionnel. Vous avez beaucoup d'agents qui peuvent donner de l'asthme, des agents chimiques, etc. La caractéristique de ces asthmes professionnels, c'est de survenir pendant le travail, de s'améliorer ou le soir en rentrant à la maison et de s'améliorer durant les week-ends et le congé. C'est l'effet week-end ou congé. C'est-à-dire que quand le patient est en congé ou là il est en week-end, il n'y a plus de symptômes. Et c'est là où je vous ai dit tout à l'heure, chez ces patients, on fait l'anamnèse, on peut donner un débitmètre de pointe et on va lui dire en milieu de travail et pendant le week-end de mesurer son DEP matin et soir, avant la prise de poste, après la prise de poste, pendant le week-end. On fait ça sur une durée de 15 jours et on voit quand dans des véritables asthmes professionnels, on va voir une chute du DEP après les heures de travail et une amélioration pendant les congés. Parce qu'évidemment, certains vous diront, donc vous allez retrouver dans la littérature les tests de provocation spécifiques. Les tests de provocation spécifiques, c'est quoi? C'est de remettre les sujets dans les conditions de travail. En fait, on mesure la fonction respiratoire avant, on les remet dans les conditions de travail et on mesure après la fonction respiratoire. Les tests réalistes sont faits en laboratoire. Bien, on peut les faire sur le lieu de travail. Il n'y a pas mieux que la vraie vie. Hein. Il nous est arrivé de faire des tests réalistes comme ça de fonction respiratoire. J'ai le souvenir qu'on l'a fait, par exemple, quand j'étais à Beni Messous, où on avait d'excellentes... il y avait une véritable collaboration avec la médecine du travail, avec nos collègues médecins du travail, quand ils avaient des suspicions d'asthme professionnel. Il nous est arrivé de faire une spirométrie avant. Le patient, parce que c'était des patients, par exemple, qui travaillaient en milieu hospitalier,
et qui posaient des problèmes de suspicion d'asthme professionnel. On refaisait la fonction respiratoire après, on vérifiait s'il y a une chute ou pas, on pouvait faire ça sur plusieurs jours. Donc là aussi, ça demande, pour le médecin, ça demande du souffle, hein, vous voyez. En fait, il y a l'asthme avec reflux gastro-œsophagien. Vous savez que comme il y a un rejet de sécrétion acide, etc., on peut avoir également des symptômes d'asthme bronchique. Et là, il faut traiter le RGO. Il faut le traiter. Il y a les mesures hygiéno-diététiques, il y a les médicaments. Vous avez également l'asthme d'effort. L'asthme d'effort, c'est des patients qui vont déclencher leur crise, leurs symptômes quand ils font un effort. Quand ils font, par exemple, quand ils font de la course, quand ils font la course, il y a de l'air froid et à ce moment-là, ça fait comme un effet bronchoconstricteur et ils vont déclencher les symptômes. On peut retrouver ça chez de grands sportifs. Hein. Il y a de grands sportifs, pour la petite histoire, il y a des champions du monde qui sont asthmatiques, ça ne les a pas empêchés d'être asthmatiques. Hein. Dans les asthmes d'effort, en général, il faut traiter, on demande de prendre un bronchodilatateur avant l'effort. Il ne faut pas dire ne faites pas de sport. Hein. Vous le savez, tous les sports sont indiqués chez les asthmatiques, sauf la plongée sous-marine, évidemment, qui n'est pas autorisée. Et dans certaines situations, pour les gens qui ont les moyens, qui font de l'équitation, évidemment, il faut avoir le cheval pour faire l'équitation. Quand on ne l'a pas, c'est tant mieux. Chez certains patients qui font de l'équitation, ils peuvent faire de l'allergie, etc. Donc, à ce moment-là, oui, il ne faut pas faire de l'équitation. Mais c'est surtout pour la plongée sous-marine que ça pose problème. Hein. C'est une contre-indication et ça peut poser problème pour certains jeunes qui veulent faire un choix professionnel où il y a de la plongée sous-marine. Eh ben, s'ils sont asthmatiques, il faut les en dissuader. Hein. Il faut discuter avec eux parce que parfois, ça peut poser le problème du choix. Donc, vous voyez, pour ces formes particulières, le fait d'agir de façon spécifique, ça permet en fait de réduire également l'inflammation. Alors, le message clé numéro 3, c'est que ce bilan initial, vous voyez, c'est toujours l'anamnèse et la mesure du souffle. Toujours, toujours. Hein. La médecine, c'est toujours la clinique. Donc, c'est anamnèse et mesure du souffle. Ça permet de prendre la majorité des patients. Le choix du traitement. Alors là, on arrive au choix du traitement. Alors, les fondements. Quels sont les fondements? C'est que l'asthmatique doit être traité en permanence. En permanence, c'est-à-dire en dehors de la crise, même en l'absence de symptômes, avec des anti-inflammatoires associés ou non à des bronchodilatateurs de longue durée d'action, si nécessaire. En phase aiguë, évidemment, c'est les bronchodilatateurs de courte durée d'action. Toujours la voie inhalée, c'est la voie préférentielle, parce que ce sont les bronches qui sont atteintes. Donc, on veut un médicament qui atteigne directement le signe malade, c'est-à-dire la bronche. À ce moment-là, c'est la voie inhalée. Et l'éducation thérapeutique est obligatoire, comme dans toute maladie, et notamment les maladies chroniques. Les principes, c'est qu'il faut introduire très tôt les corticoïdes, même dans les formes légères, parce que je vous ai dit, moi qui ai assisté à ces différentes évolutions de la prise en charge de l'asthme, au départ, on ne donnait pas des traitements pour les asthmes qui étaient intermittents, on ne donnait pas de traitement anti-inflammatoire, on disait on ne donne qu'un bronchodilatateur de courte durée d'action en cas de besoin. Mais en fait, on sait que, vous voyez ici, c'est une étude en fait qui a étudié l'efficacité du traitement mis précocement et le traitement mis en retard. On a vu quel était le niveau d'obstruction bronchique. La colonne orange, d'abord, c'est la dose de corticoïdes. Ensuite, vous avez le niveau de DEP et vous avez également le peak flow. Et vous avez, en fonction sur l'échelle, vous avez la dose donc de corticoïdes. Chez les malades chez lesquels on a introduit précocement le traitement corticoïde, la fonction respiratoire est bonne et surtout,
on n'a pas besoin de beaucoup de corticoïdes. Chez les malades chez lesquels on a introduit tardivement le traitement, vous voyez qu'il y a en fait un besoin de doses beaucoup plus importantes et une fonction respiratoire qui est moins améliorée. Donc, initiation précoce du traitement. Et puis, dans certaines situations, il faut associer des LABA. Les LABA, ce sont les bronchodilatateurs de longue durée d'action. Parce que vous savez, on a deux types de bronchodilatateurs, courte durée d'action et longue durée d'action. Dans le traitement de fond, on utilise les longues durées d'action. Et dans les longues durées d'action, en les associant aux corticoïdes, ils n'ont pas seulement un effet sur la bronchodilatation, mais en fait, il y a une interaction avec les corticoïdes inhalés. On arrive à contrôler les symptômes et il y a une interaction en fait entre l'effet des corticoïdes sur l'inflammation, mais également il y a un effet de ces corticoïdes par l'intermédiaire de ces bronchodilatateurs de longue durée d'action qui eux-mêmes agissent sur l'inflammation. Donc, il y a une interaction entre les deux molécules qui fait que l'inflammation et l'effet anti-inflammatoire est encore beaucoup plus important. Il y a donc, quand on associe les deux, regardez la case en bas, il y a un effet sur le remodelage. Et cet effet sur le remodelage est lié donc à la corticothérapie et au LABA. Et l'effet de ces LABA, de ces bronchodilatateurs de longue durée d'action, est bien démontré en situation in vitro, c'est-à-dire en laboratoire. Quels sont les moyens thérapeutiques? Donc, on a les corticoïdes inhalés. Voilà les différents corticoïdes inhalés disponibles dans le monde. En Algérie, nous avons beclométasone et budesonide. Les autres, et nous avons également la fluticasone. Nous avons donc beclométasone, budesonide. Nous avons également budesonide nébulisation, mais ça c'est pour les tout petits, c'est pour les nourrissons, c'est pour les enfants. Hein. Là, on est dans l'adulte. Et nous avons la fluticasone. Ce qui est rouge, c'est ce qui est disponible en Algérie. Ensuite, il y a c'est classé en 3 catégories, faible dose, dose moyenne et forte dose. Parce qu'en fait, selon le niveau, selon l'effet, selon le degré d'inflammation que l'on préjuge par le biais du niveau de contrôle, on va donner d'abord des faibles doses. Si ce n'est pas efficace, on va donner des fortes doses. Si ce n'est pas efficace, on va donner des doses moyennes. Si ce n'est pas efficace, on va donner des fortes doses. Il n'est pas interdit de commencer par une dose moyenne hein, ou une forte dose. Si les exacerbations sont fréquentes, etc., on va le voir maintenant. Mais ça permet en fait de catégoriser les différentes doses nécessaires pour le patient. Évidemment, beclométasone, ça varie de 250 à 500, budesonide de 200 à 600, etc. Donc, vous voyez, selon l'effet des médicaments et selon l'âge, voilà. Alors, vous avez également, donc, on a les corticoïdes inhalés, on a les bronchodilatateurs de longue durée d'action, ce sont les médicaments essentiels. Hein. Les bronchodilatateurs de longue durée d'action, on a le salmétérol, le formotérol, d'accord, et on a les courtes durées d'action, salbutamol et terbutaline. Il faut savoir qu'on a les formes associées, c'est-à-dire même dispositif, on a un corticoïde inhalé et un bronchodilatateur de longue durée d'action. Hein. Attention, les formes associées contiennent un corticoïde inhalé, budesonide ou beclométasone ou fluticasone, associé à salmétérol ou formotérol. Le salbutamol et la terbutaline, rappelez-vous, c'est un traitement de courte durée d'action. Ça agit sur le symptôme, sur l'obstruction, sur la crise. Vous avez les autres médicaments, vous avez les antileucotriènes, vous avez une autre catégorie de bronchodilatateurs de longue durée d'action, c'est le thiotropium, les anticholinergiques. Vous savez qu'il existe un anticholinergique de courte durée d'action, qu'on utilise aussi dans certaines formes sévères de crise d'asthme. Et il y a également l'équivalent en longue durée d'action. On peut le rajouter, en fait. Et vous avez d'autres médicaments qui sont plus spécifiques, des anti-IgE, des anti-L5, IL5, etc.,
qui sont en fait des traitements qui sont réservés à des situations particulières et qui ne sont pas de première intention. Alors, comment on va choisir le traitement? En général, c'est le niveau de contrôle. Je vous ai dit, on peut utiliser la sévérité, mais le niveau de contrôle, c'est mieux. Je rappelle qu'après chaque exacerbation, je dois réévaluer mon traitement de fond. Alors, comment je choisis? Ça, c'est une plaque du GINA 2019. D'abord, le traitement doit être personnalisé. Il n'y a pas de traitement standard. Vous savez, maintenant, nous sommes en 2020 et on parle beaucoup de médecine personnalisée. La médecine personnalisée, ça veut dire qu'on adapte la thérapeutique aux patients. Si je viens consulter chez vous aujourd'hui, vous n'allez pas me donner le même traitement que le malade précédent. Nous sommes tous les deux asthmatiques. Lui aura un niveau de traitement, moi j'aurai une autre catégorie de traitement parce que je suis moi avec mon propre niveau de contrôle, mes propres facteurs favorisants, etc. Ça veut dire que chaque malade est un cas. Il n'y a pas de traitement, tous les asthmatiques n'ont pas le même traitement. Ils ont les mêmes principes, mais on adapte pour chaque patient. Donc, ce traitement doit être en permanence, donc c'est un traitement personnalisé, en permanence évalué et réajusté. Ça veut dire que vous n'allez pas donner une ordonnance pour toute la vie. On va le voir tout à l'heure, le malade doit être vu de façon régulière. Également, on l'a dit tout à l'heure, il faut vérifier que le patient est asthmatique, on va mesurer la fonction respiratoire, chercher les comorbidités, est-ce qu'il est diabétique, hypertendu, etc. Voir comment il utilise ses médicaments, s'il est déjà asthmatique, c'est-à-dire s'il a déjà reçu un traitement, on vérifie comment il a utilisé ses médicaments. Il faut également agir sur les facteurs modifiables. Rappelez-vous, les formes particulières, s'il y a un RGO, s'il y a des comorbidités, s'il y a des facteurs favorisants liés à l'environnement, s'il y a un problème d'éducation thérapeutique. Enfin, il faut donner le traitement avec cette notion de step up et de step down. C'est-à-dire que je peux commencer un traitement avec le niveau 1 et aller jusqu'au niveau 2, 3, 4. Parce qu'en fait, vous voyez, à chaque fois, je vais vérifier que mon traitement est efficace ou n'est pas efficace. Et à chaque fois, si je n'obtiens pas le contrôle, mais si je n'obtiens pas le contrôle, on va dire qu'est-ce que c'est contrôle non obtenu, ça veut dire que le malade a pris le médicament. Donc, si je n'obtiens pas le traitement, je peux faire le step up, j'augmente. Une fois que j'ai obtenu le contrôle, je peux faire le step down, je peux diminuer. Alors, le step down, en vérité, c'est assez difficile à faire. C'est réalisable. C'est un objectif que voudraient atteindre tous les patients. D'ailleurs, c'est bien parce que c'est la carotte qu'on leur tend. On leur dit, si vous prenez bien le traitement, eh ben, on va diminuer. On ne va pas arrêter le traitement, mais on va diminuer au fur et à mesure. Donc ça, c'est une carotte qu'on leur tend parce que c'est une manière aussi de les faire adhérer au projet thérapeutique. Donc, il faut donner un traitement qui va contrôler la maladie. Un traitement qui contrôle la maladie, c'est le traitement corticoïde associé ou non à des bronchodilatateurs de longue durée d'action. Et un traitement qui contrôle les maladies, c'est un traitement qui est capable de contrôler les symptômes et surtout de prévenir les exacerbations. Donc, le niveau 1, on peut donner des corticoïdes à faible dose, d'accord? Si nécessaire, on peut rajouter d'autres médicaments, d'accord? Le niveau 2, on augmente les doses de corticoïdes et si le traitement n'est pas efficace, on peut rajouter des bronchodilatateurs de longue durée d'action avec le corticoïde. S'il n'est pas efficace, on peut augmenter la dose de corticoïdes. Alors, la question, vous allez voir sur le tableau, il y a low dose de corticoïdes inhalés associés aux bronchodilatateurs de longue durée d'action.
on préfère associer, si la maladie n'est pas contrôlée de niveau 1 ou de niveau 2, on associe à ce moment-là un bronchodilatateur de longue durée d'action plutôt que d'augmenter la dose de corticoïdes. C'est mieux de faire une épargne en corticoïdes parce qu'en fait, on sait que les corticoïdes inhalés normalement ne donnent pas d'effets secondaires, mais il vaut mieux ne pas augmenter les doses, associer des bronchodilatateurs de longue durée d'action et vérifier si le malade est stable ou pas. Si le malade n'est pas contrôlé, on peut augmenter la dose de corticoïdes, d'accord? S'il n'est pas contrôlé, à ce moment-là, on peut aller vers d'autres traitements. Le niveau 5, vous voyez, c'est un traitement, le patient doit être orienté vers une consultation spécialisée en asthme sévère qui va décider ou non que c'est effectivement un asthme sévère non contrôlé, parce qu'il y a des asthmes sévères qu'on peut contrôler, et est-ce qu'il faudra un traitement anti-IgE, etc. Je voudrais juste vous signaler dans ce tableau, vous voyez en haut daily dose, inhaled, corticoïdes, etc. Et en bas, leucotriène. En fait, ce sont deux options thérapeutiques. Mais ce qu'il y a dans la première ligne, c'est la meilleure option. La deuxième ligne peut être utilisée également. Évidemment, quel que soit le niveau, ils ont tous sur l'ordonnance un bronchodilatateur de courte durée d'action. Hein. Il faut leur donner le traitement de fond et le traitement de la crise, parce qu'il faut bien qu'ils se traitent en cas de crise. Alors, comment on choisit les médicaments? Parce qu'il y a plusieurs présentations, même en Algérie. Hein. On a beaucoup de présentations de médicaments, on a beaucoup de laboratoires. Alors, dans le médicament, qu'est-ce qu'il faut choisir? Le contenu et le contenant, c'est-à-dire la molécule et le dispositif. Alors, la molécule, vous avez vu, ça peut être soit budesonide, soit fluticasone, soit beclométasone. Le dispositif, ça peut être ou bien l'aérosol doseur, d'accord, ou bien le délivreur de poudre. C'est un dispositif, en fait. La différence, c'est que l'aérosol doseur, pour que le patient l'utilise, il faut qu'il agite le flacon, il faut qu'il fasse une expiration, qu'il mette le flacon dans la bouche, une inhalation, il appuie et il reste en apnée à peu près 5 secondes et puis après, il relâche, il respire. Pour que le médicament soit efficace, parce qu'il faut savoir, quand je respecte toutes ces étapes, j'ai à peu près 20%, 15 à 20% des médicaments, de la dose qui arrive dans la bronche. Si j'utilise mal, 0%. Donc, vous voyez que l'éducation est très importante. Il a fallu donc, pour surmonter cet écueil, inventer un autre dispositif qui est le délivreur de poudre. Le délivreur de poudre, en fait, ça permet aux patients de ne pas faire toutes ces manœuvres, agiter, inspirer, expirer, etc. Il met l'embout dans la bouche, il inspire et le tour est joué. Il n'y a pas cette notion d'inspirer, parce que l'aérosol doseur, il faut inspirer, appuyer, etc. Ça demande quand même un effort. Donc là, vous voyez que selon, il y a des études qui ont été faites pour le choix du dispositif. Ça peut être lié au patient, à la maladie, au dispositif, aux professionnels de santé. Au patient, est-ce qu'il a appris ou ne pas appris, si vous lui donnez un aérosol doseur, vous lui avez appris, il a appris, il a compris, vous avez vérifié qu'il sait utiliser, eh bien, tant mieux, vous avez gagné. Vous lui avez appris, il ne sait toujours pas utiliser, il faut aller vers la chambre le délivreur de poudre ou bien carrément utiliser une chambre d'inhalation. La maladie également, en général, on préfère utiliser des délivreurs de poudre parce qu'on est sûr que le médicament, surtout dans les formes sévères, comme ça, le malade, il sait ce qu'il a pris. Parce que l'aérosol doseur, parfois, ce n'est pas aussi évident que cela. Le dispositif aérosol doseur n'est pas évident. En Algérie, on a des médicaments sous forme aérosol doseur et sous forme délivreur de poudre. Il y a également donc le dispositif, hein, parfois, même un délivreur de poudre, parfois ça peut être complexe, donc il faut apprendre à utiliser. Et puis aux professionnels de santé, c'est-à-dire à vous et à nous.
un professionnel de santé doit savoir utiliser aussi ces dispositifs. Donc, voilà pour la première consultation. Et puis après, il y a évidemment le suivi. Le suivi, évidemment, une fois qu'on a fait l'ordonnance, on va lui donner son traitement. En général, quand on ne connaît pas le malade, c'est la première fois qu'on l'a reçu, on le revoit à peu près 6 semaines après. Il ne faut pas le revoir 3 mois après, ce n'est pas bon. Parce qu'il faut bien savoir qu'au cours de cette consultation, vous êtes en train de construire une relation de partenariat. On va le voir maintenant, l'éduquer, parce qu'en fait, l'éducation commence dès l'anamnèse. Hein. Donc, vous allez lui dire, vous lui avez expliqué ce que c'était que le contrôle, etc. Vous avez donné un traitement, vous avez besoin de savoir si le traitement a été efficace ou pas. Donc, il faut lui dire si le traitement il faut vérifier que le traitement a été efficace. Et puis après, c'est une fois qu'on a obtenu le contrôle, hein, mais tant qu'on n'a pas obtenu le contrôle, c'est-à-dire tant que le malade n'est pas dans la colonne verte, on revoit le malade toutes les 6 semaines à peu près. On a des asthmes sévères, par exemple, hein, c'est des situations particulières, parce que les autres, on va vous dire, une fois qu'il est contrôlé, on le revoit tous les 3 mois. En Algérie, on revoit tous les 3 mois parce que, par exemple, pour des asthmes très bien contrôlés, on les revoit tous les 3 mois parce que la sécurité sociale exige de nous de refaire l'ordonnance tous les 3 mois. Bon, ils n'ont pas compris que quand on a un asthme bien contrôlé, on pouvait le donner tous les 6 mois. Quand un asthme est bien contrôlé depuis des années, on le voit 2 fois par an, c'est suffisant. Ils ont une fonction respiratoire normale, mais bon, l'administration dit que c'est tous les 3 mois, et bien on applique. Aussi bien pour les diabétiques, les hypertendus, pour tout le monde. Tout le monde, c'est 3 mois. Alors, mais pour les asthmes sévères, par exemple, heureusement pour nous, on n'a pas beaucoup d'asthmes sévères non contrôlés. Heureusement, la nature fait bien les choses. Dans ces cas-là, vous voyez, j'utilise le terme sévère, hein, mais j'utilise aussi non contrôlé. Un sévère, c'est-à-dire qu'il n'a pas une bonne fonction respiratoire, il se réveille tout le temps, il n'a pas une bonne qualité de vie, il peut faire beaucoup d'exacerbations et on n'obtient pas le contrôle de la maladie. Chez celui-là, tant qu'on ne l'a pas contrôlé, on ne le lâche pas. C'est-à-dire qu'il nous est arrivé de voir le patient toutes les semaines, tous les 15 jours. Il faut du souffle là aussi. On demande au patient d'avoir un DEP. On lui trace un tableau et on lui demande de noter les médicaments qu'il a pris tous les jours et son DEP. Ça peut se faire même chez des malades pratiquement illettrés. C'est-à-dire, ne dites pas si le malade n'est pas alphabétisé, je ne peux pas le faire. S'il est complètement illettré, un membre de la famille. S'il sait écrire des chiffres, tout ce qu'on lui demande, c'est d'écrire des chiffres. Parce qu'on lui apprend à lire sur le débitmètre de pointe, on lui demande de reproduire le chiffre. Et on lui met un soleil pour le matin, la lune pour le soir, et puis la date, et chaque jour, il va mettre ses chiffres, tout simplement. Donc, une fois que le contrôle est obtenu, je vous ai dit tout à l'heure, tant que le contrôle n'était pas obtenu, c'est le step up. On augmente. J'augmente jusqu'à obtenir le contrôle. Si le contrôle n'est pas obtenu, si le contrôle est obtenu, je fais le diminue mes doses de médicaments. Là aussi, pour diminuer les doses de médicaments, il faut faire attention. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi évident que cela. Il faut bien choisir la période pour diminuer, etc. Il ne faut pas aussi mettre le patient dans des situations où il risque d'avoir une exacerbation. Par exemple, je ne sais pas, vous avez des patients qui font plus de symptômes en automne, en hiver, au printemps. Ce n'est pas à cette période-là que je vais faire le step down. Hein. Je préfère attendre en dehors de cette période. L'été, on fait une première expérience. Ensuite, on voit à l'automne, on se revoit dès le départ. Et on réintroduit le traitement et on voit. Vous voyez, c'est vraiment adapté à chaque patient. Hein. C'est du suivi assez personnalisé qu'on doit faire normalement. Et puis, une fois qu'on a obtenu le contrôle, eh bien, tant mieux. Donc là, il est important de bien suivre le patient. Alors là, c'est dans le GINA.
ça résume en fait, voilà, les niveaux de contrôle. Voilà. Soit vous pouvez augmenter, soit vous pouvez réduire. Si l'asthme n'est pas contrôlé, c'est un rappel que je fais, si l'asthme n'est pas contrôlé, c'est-à-dire que vous avez donné un niveau, vous avez par exemple donné une dose moyenne de corticoïdes, et puis le malade n'est toujours pas contrôlé. Il faut vérifier. Il ne faut pas dire, vous lui avez fait les 5 questions, il a 15 ou là il a 10, je ne sais pas quoi, son ACT n'est pas bon, son DEP n'est pas bon. Avant de dire que c'est un asthme non contrôlé et je vais passer, vous avez vu le niveau 5, les anti-IgE, etc. Il faut d'abord demander au patient quel traitement il a pris. Alors, la technique, il ne faut pas se contenter, souvent les malades, quand on leur dit « faites l'expérience et vous allez voir ». Vous allez le revoir à la consultation, vous allez lui dire « dirt doigt, oui, dirt doigt, wesh min doigt ». Alors, ils disent « ils me disent, qui m'a قلت لي wesh li درتي ولي في l'ordonnance درتو ». Oui, d'accord. البارح واش درت الدواء؟ شحال من مرة في النهار؟ الصباح واش درت الدواء؟ Et là, vous allez avoir des surprises. البارح ما درتش نسيتو. البارح aussi ما نسيتو. Alors après, vous reprenez. ما شحال من مرة ما درتش الدواء. Parce que vous allez vous rendre compte en fait qu'il n'a pas pris le traitement. Parfois, vous avez des patients qui ne prennent pas du tout le traitement. Ou bien vous avez des patients qui vont réduire la dose. Il faut leur demander pourquoi. Soit ils n'ont pas compris leur maladie, soit ils ont peur du traitement, soit ils jugent qu'ils sont normaux, ils ne voient pas l'utilité de prendre le traitement, parce qu'ils ont un peu raison, ils n'ont pas de symptômes. Pourquoi ils vont prendre un traitement de fond? Soit ils n'ont pas pu acheter le médicament. Et oui, ils n'ont pas de couverture sociale. Ils n'ont pas pu accéder au traitement. Ça arrive. Ça arrive. Vérifiez ça. Et à ce moment-là, si votre patient n'a pas, à cause d'une de ces causes, il faut reconduire le même traitement. Je ne vais pas changer de traitement. Ça veut dire qu'il n'a pas pris le traitement qu'on lui a donné. Et puis surtout, il faut vérifier s'il sait utiliser ou pas. S'il sait utiliser les dispositifs d'inhalation. Si vous avez donné la bonne ordonnance, il a acheté les médicaments, mais il ne sait pas utiliser le médicament, eh bien, l'asthme ne va pas être contrôlé. Donc, là aussi, vous voyez qu'il y a un souci. Maintenant, si le patient a pris le médicament, il sait utiliser et que l'asthme n'est pas contrôlé, on se pose la question, c'est un asthme ou pas? Ben oui, il est très sévère, c'est peut-être une BPCO, je vérifie. Est-ce qu'il n'y a pas une comorbidité, par exemple, qui va déstabiliser l'asthme? Est-ce qu'il n'y a pas des facteurs aggravants? Je ne sais pas, vous avez des patients, par exemple, ils ne se rendent pas compte, ils prennent un médicament. Par exemple, vous avez les gens qui mettent, qui ont des glaucomes et qui mettent des bêta-bloquants, locaux, hein? Ce n'est pas par voie générale. Eh bien, ils peuvent déclencher des symptômes d'asthme. Vous avez aussi, chez certains patients qui ont des comorbidités associées, qui prennent des IEC, des pathologies cardiaques, ils peuvent aussi avoir des symptômes d'asthme. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On ne va pas augmenter les doses de médicaments. Si on trouve un facteur médicamenteux et que le patient est pris en charge, on fait un gentil courrier au médecin qui a prescrit ce médicament, on lui explique la situation et on lui demande de prescrire, dans la mesure du possible, de prescrire une autre classe thérapeutique. De toute façon, c'est dans l'intérêt des deux médecins, hein. Les deux pathologies vont être contrôlées. Thérapeutique. L'éducation thérapeutique, sans éducation thérapeutique, vous ne pouvez pas prendre en charge un malade chronique.
Et c'est très vrai pour l'asthme, hein. C'est-à-dire que quand vous faites votre consultation, la première consultation, vous faites le bilan initial et vous faites l'éducation thérapeutique. Et à chaque consultation, il faut faire l'éducation thérapeutique. Qu'est-ce que c'est que l'éducation thérapeutique? Il y a beaucoup de définitions, j'ai pris celle-là, moi, elle me plaît. Elle est longue, mais ça décrit bien ce que ça décrit. C'est-à-dire que c'est un processus par étapes, dans le sens où c'est pas une seule fois, c'est plusieurs fois. C'est beaucoup d'activités, c'est un ensemble d'activités organisées. C'est à la fois de la sensibilisation, de l'information, de l'apprentissage, les soins, les procédures. Et le malade, le patient et sa famille. D'accord? Donc, c'est l'éducation thérapeutique. Donc, c'est un processus d'accompagnement qui va permettre au patient d'acquérir des compétences. D'accord? Le patient de passif, il va devenir actif. Il va également il va jouer un rôle actif dans sa maladie. Parce que souvent, les malades chroniques, ils viennent, ils s'en remettent au médecin. Ils vont vous dire et non. Dans les maladies chroniques, si le patient ne participe pas à sa prise en charge, on va vers l'échec. Il faut bien comprendre, il faut bien faire comprendre qu'il a un rôle central à jouer. Donc, si le patient n'est pas éduqué, ou bien si on ne l'éduque pas du tout, soit s'il n'y a pas d'éducation, soit c'est insuffisant, on va voir qu'il va y avoir une aggravation de la maladie, avec risque de possibilité de complications sévères. On va utiliser les moyens thérapeutiques et des structures de santé de façon irrationnelle. Ça va être un patient, rappelez-vous, abonné aux urgences. Donc, il ne va pas avoir une vie normale, il va coûter cher également, hein. Donc, l'éducation thérapeutique est nécessaire. Le principe de l'éducation, il faut tenir compte du niveau socio-culturel du patient et des acquis antérieurs. Tenir compte du niveau socio-culturel du patient, non pas pour dire qu'un malade peu lettré va être plus difficile. Je vous assure que les peu lettrés sont plus faciles à convaincre. Et les plus lettrés, notamment ceux de notre corporation, sont plus difficiles à convaincre. Donc, les peu lettrés on peut les convaincre, c'est-à-dire que le niveau d'alphabétisation n'est pas un obstacle pour que le malade comprenne. La seule difficulté chez le malade qui est peu lettré, c'est qu'il faut s'adapter à son langage. Il faut lui expliquer les choses avec ses mots. Il faut aussi tenir compte des acquis antérieurs. On va voir ce que c'est. Il faut évaluer également l'efficacité à partir des objectifs fixés et cette éducation doit être soutenue et permanente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les acquis antérieurs? Les acquis antérieurs, ça veut dire tout simplement qu'on va demander au patient, par exemple, hein, tout bêtement, comment s'appelle sa maladie? Bien, vous allez avoir des gens qui vont vous dire « Andi chouïet dera ». Il y a quelques années, ça a diminué, je pense. Les gens disaient un des bronchites asthmatiformes. Ou bien il va vous dire le pompa hadik touja fil qalb. Eh bien oui, vous savez que les bronchodilatateurs de courte durée d'action, souvent les patients vont vous dire ça attaque le cœur. Parce que, bon, parfois ça fait de la tachycardie, donc on leur dit qu'ils disent que ça attaque le cœur. Donc ça, ce sont des acquis, des connaissances antérieures qui peuvent impacter de façon négative sur l'éducation. Parce que vous allez avoir le rôle de leur dire qu'ils sont asthmatiques. Ils ne sont pas un peu asthmatiques. Vous allez lui dire « Andek dera », vous avez de l'asthme. D'accord? Et vous allez devoir leur faire acquérir des compétences. Je rappelle qu'une compétence, c'est du savoir, du savoir-être et du savoir-faire. Aujourd'hui, cette conférence vous permet d'acquérir du savoir. Je vous ai donné des éléments du savoir-être, quelques éléments du savoir-faire. Mais pour faire le savoir-être et le savoir-faire,
vous ne serez capable de mener une observation d'un patient que si vous êtes face au patient, que vous interrogez le patient, vous posez des questions, vous êtes corrigé, vous êtes évalué, etc. C'est ça la compétence. C'est avoir les connaissances, avoir la bonne attitude et avoir le bon geste. Dans l'éducation, c'est la même chose. C'est de développer des compétences. Évidemment, si je veux développer des compétences chez le patient, il faut que le médecin soit compétent lui-même dans le domaine de l'asthme. Il n'est pas question d'aller avec des hésitations, évidemment. Vous êtes le maître. C'est vous qui allez apprendre au patient. Le savoir. Il faut expliquer l'asthme au patient. Vous lui avez d'abord annoncé qu'il est asthmatique. Hein. Et vous ne jouez pas sur les mots. Il est asthmatique, il est hypertendu, il est diabétique. Voilà. C'est comme ça. Alors, vous allez expliquer l'asthme. Quel est l'organe atteint? Quelles sont les modifications observées? C'est-à-dire la physiopathologie. Vous avez vu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vais revenir à ça. Hein. Quels sont les facteurs en cause? Quels sont les principes du traitement? Quelle est la place de l'éviction? L'organe atteint, c'est facile. Il faut expliquer et dire, si vous allez demander au patient quel est l'organe atteint, il va vous dire RIA. C'est les bronches qui sont atteintes. Pourquoi il faut situer? C'est pour expliquer après la physiopathologie. Vous avez vu l'inflammation, l'obstruction, etc. Eh bien, il faut expliquer ça au patient. Vous n'allez pas lui dire c'est une inflammation chronique, etc., etc. Il faut lui expliquer ce que c'est que l'inflammation, l'iltihab. Mais qu'est-ce que c'est que même quand vous dites iltihab, il ne comprend pas. L'iltihab, en général, on explique avec l'œil rouge. C'est très facile. Quand on a une poussière dans l'œil, ça devient rouge, ça gonfle et ça coule. L'inflammation, c'est la même chose. C'est dans la bronche. D'accord? Et cette inflammation, il faut dire qu'elle est permanente. C'est ce qui fait que la maladie soit chronique. Parce que quand vous allez dire au malade, il est asthmatique, vous allez lui dire aussi c'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique que l'on pourra contrôler, mais pas guérir. Pourquoi il faut annoncer ça? C'est pour que le contrat soit clair avec le patient. Le contrat est clair. Vous n'allez pas lui dire « je vais vous guérir de la maladie, je vais contrôler la maladie ». Il faut donc expliquer, une fois que vous avez expliqué ça avec la physiopathe, vous allez lui dire, vous par exemple, c'est quand il y a beaucoup de poussière ou je ne sais pas quoi, que vous avez vos symptômes. Donc, une manière de diminuer le symptôme, c'est de réduire votre exposition. Et vous allez lui expliquer les principes du traitement. Traitement anti-inflammatoire, basé sur le contrôle et voie inhalée, c'est-à-dire avec les dispositifs d'inhalation. Ce schéma-là, vous le connaissez tous, soit vous l'avez dessiné sur une plaque, soit vous redessinez sur un bout de papier une branche normale, bien ouverte, une branche qui est diminuée, et à ce moment-là, vous allez leur expliquer également qu'est-ce que c'est que l'inflammation. Je vais vous expliquer aussi comment on peut expliquer aussi l'inflammation. Je peux très bien prendre, voilà, par exemple, voilà, j'ai une branche qui est ouverte, elle est où la caméra? Voilà, c'est ouvert, d'accord? Une fois que c'est, quand je suis en crise d'asthme, c'est très serré, d'accord? C'est très serré, c'est diminué, ça veut dire que ça va diminuer, d'accord? C'est diminué parce qu'en fait, il y a de l'inflammation et cette inflammation, on peut mettre plusieurs couches, d'accord? Plusieurs couches comme ça de papier pour expliquer que l'inflammation, c'est une augmentation, il y a un œdème, donc il fait que la muqueuse soit épaissie et que mon traitement finalement, ça va être de réduire cette inflammation. Je peux, avec ce dispositif de papier, je retire une à une les feuilles et à ce moment-là, j'arrive à contrôler ma maladie. Cette manière d'expliquer avec les feuilles, vous savez avec qui c'est qui l'a mise au point? Ce sont des collègues du secteur sanitaire de Zeralda. Quand on leur a fait la formation sur l'asthme, mais avec les patients, ils avaient imaginé ça. Ils avaient imaginé
des feuilles de papier avec du tissu et ils expliquaient comment avait lieu l'inflammation. Un dispositif très simple. Hein. Je les salue d'ailleurs parce qu'on a beaucoup appris les uns avec les autres. Donc là, il faut expliquer ce que c'est que la maladie. Et quand on explique ce que c'est que la maladie, on a déjà les connaissances. Ensuite, il y a le savoir-être. L'asthmatique, il doit savoir comment gérer les crises. Comment gérer les crises, c'est-à-dire que quand il est en crise, il faut qu'il commence le traitement bronchodilatateur de courte durée d'action chez lui. Il ne va pas attendre d'aller à l'hôpital. Il va prendre les premières doses de médicaments. Si ça ne s'améliore pas, il va venir aux urgences. Parce que souvent, ça a diminué ces dernières années, mais dans nos structures d'urgence, on a des asthmatiques, des crises d'asthme bénignes qui viennent, qui peuvent très bien être jugulées à domicile. Ils viennent, c'est pas pour rien, mais enfin, bon, il y a une angoisse quelque part, hein, c'est pour ça qu'ils viennent. Ensuite, par contre, il faut lui dire, si vous sentez que ce n'est pas habituel, c'est une crise inhabituelle, il faut consulter aux urgences. Il faut également le savoir-être, c'est d'organiser la prévention en agissant sur les facteurs favorisants. C'est-à-dire que si je fais beaucoup de crises quand je suis dans une ambiance de tabac, des gens qui fument ou de la poussière, eh ben, j'évite ça. S'il y a des médicaments qui provoquent mes symptômes, eh ben, je ne les prends pas. Voilà. Ensuite, il y a le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est comment utiliser les différents dispositifs d'inhalation, c'est-à-dire comment, je vous ai expliqué, j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, il faut avoir le dispositif, comment utiliser un aérosol doseur, comment utiliser un débitmètre de pointe, comment utiliser un délivreur de poudre. Et quand vous faites l'éducation de l'asthmatique, il faut utiliser devant lui le médicament, le dispositif. Il faut lui montrer, faire la démonstration et lui donner, et il refait devant vous. Et il ne faut pas faire l'économie. À chaque consultation, il faut vérifier si c'est utilisé ou si ce n'est pas utilisé. Et comme je vous ai dit, vous allez avoir de grosses surprises. Hein. Même si vous êtes content de vous, vous allez dire oui, moi de toute façon, je sais prendre en charge les asthmatiques, il n'y a pas de souci. Ils m'écoutent, ils sont très gentils. Mais vous allez avoir des surprises. Hein, en matière de contrôle et en matière d'utilisation des dispositifs. Donc voilà, les dispositifs, pour l'aérosol doseur, il faut bien expliquer, agiter le flacon, mettre l'embout dans la bouche, souffler à fond, inspirer lentement, profondément, et puis après, retenir l'inspiration. Le délivreur de poudre, c'est dévisser, enlever le capuchon, etc., souffler en dehors du tube, placer l'embout, retenir l'inspiration, etc. Donc, vous voyez, il y a quand même des étapes à respecter. Alors, j'ai mis l'ordonnance ici parce que l'ordonnance, c'est le premier moyen d'éducation du patient. L'ordonnance, c'est ce que va prendre le patient chez lui. Et donc, il faut qu'elle soit… L'ordonnance va être lue par le patient, par sa famille et par le pharmacien. L'écriture doit être lisible. Il faut mettre le nom du patient, le nom du médicament en dénomination commune internationale. Vous n'êtes pas obligé de mettre le nom commercial. Hein. Normalement, on met la DCI, on met le dosage, on met la quantité suffisante pour la durée prescrite et la signature du médecin. Je ne vous rappelle rien, mais ce sont l'ordonnance est un papier important. Donc, le message clé, c'est de dire que à l'issue, 4e message clé, et on arrive à la fin de cette conférence, c'est que l'asthme est une maladie chronique hétérogène complexe. J'espère que vous n'aurez pas peur de prendre en charge les asthmatiques. C'est pas parce qu'on dit hétérogène complexe qu'il faut s'abstenir de prendre en charge les asthmatiques. Au contraire, il faut se lancer et vous allez voir que même en potassant bien la question, vous allez voir que le fait d'être en contact avec les asthmatiques, vous allez apprendre beaucoup avec les asthmatiques. C'est une maladie inflammatoire bronchique qui peut être émaillée d'exacerbations. Le diagnostic est clinique avec mesure de la fonction respiratoire. Le contrôle joue un rôle essentiel. Il faut un traitement permanent pour contrôler la maladie.
et le choix du traitement est fonction du niveau de contrôle avec éducation thérapeutique, c'est-à-dire c'est la clé du succès et de la prise en charge. Alors, il faut beaucoup de souffle pour prendre en charge les asthmatiques, mais je vous encourage à vous entraîner ou à aller assister des consultations, comme ça vous verrez que ce n'est pas finalement quelque chose d'insurmontable. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt, j'espère pour une autre conférence.